Alors, merci beaucoup, Caroline. Alors, bonjour à tout le monde. J'aimerais commencer en remerciant les organisatrices pour cette très belle journée, ce très beau colloque. Donc, cet après-midi, la séance va porter sur les stratégies éditoriales dans le milieu du livre contemporain, enjeux rhétoriques, médiatiques et identitaires. Et on va commencer la séance avec Maxime Bolduc. Je vais l'inviter à venir me rejoindre, puis peut-être installer son PowerPoint pendant que je le présente. Donc, Maxime est étudiant à l'Université de Sherbrooke, assistant au groupe de recherche sur l'étude du livre, groupe de recherche et d'études, comme si je ne le connaissais pas. Donc, il est assistant au GRELC depuis 2017. Il va entamer très bientôt, en fait, dès que le soleil va darder ses rayons, dès le printemps, un mémoire de maîtrise sur les postures des éditeurs contemporains au Québec. Et c'est de ça dont il va nous parler aujourd'hui. Son titre, « L'édition de proximité, la logique du less is more, telle que valorisée chez les nouveaux éditeurs. » Donc, j'y vais. À partir des années 2000, on a vu naître dans le milieu éditorial québécois de nombreuses maisons d'édition qui ont une volonté de rester de petites structures. Cette pléthore de nouveaux éditeurs travaillent souvent en solo ou limitent leur équipe à moins de 5 employés. On peut penser au Marchand de Feuilles, fondé en 2001, au Cartanier, apparu en 2003, ou plus récemment au Cheval Doux, qui a commencé ses activités en 2014. Ces maisons veulent se démarquer par un petit nombre de publications, mais de grande qualité. Les éditions Alto, fondées en 2005 par Antoine Tanguay, disaient dans une publication sponsorisée sur Facebook en janvier dernier, « On publie peu, mais le mieux possible », c'est ce que vous voyez là, à l'écran. En l'espace de quelques années, ces maisons d'édition ont vu leurs livres se tailler une place enviable dans les palmarès de vente et dans les sélections de prix littéraires. Les titres des articles qui traitent de ce phénomène éditorial sont sans ambiguïté. On parle d'une renaissance québécoise, d'un changement de garde, d'un nouveau cycle et de maisons qui ont tout bousculé. Les éditeurs eux-mêmes embrassent cette posture en la relayant dans leurs discours dans les médias. Par exemple, Mélanie Vincelette, éditrice et fondatrice du Marchand de Feuilles, se décrit elle-même comme un bulldozer et se dit, je cite, « coupable d'avoir énormément rajeuni le visage de la littérature au Québec ». Fin de la citation. L'un des points saillants du discours des nouveaux éditeurs réside dans leur capacité à développer et à conserver des liens conserver des liens avec les auteurs et les intervenants de la chaîne du livre grâce à leur équipe restreinte. Sans réduire cet élément à une simple posture, je pose l'hypothèse que la mise en valeur de ce travail de proximité, présenté sous le mode de relations interpersonnelles privilégiées, constitue un point nodal de l'éthos de ces nouveaux éditeurs. Ces derniers l'utilisent ainsi pour se démarquer de leurs aînés et ultimement pour soutenir une posture plus large de maisons d'édition qui renouvellent les pratiques du champ. Posture qu'il me reste à décrire dans sa complexité et ses nuances propres à chaque éditeur dans mon mémoire de maîtrise. Dans cette communication, je veux surtout montrer comment cette édition de proximité se donne à voir dans le discours des auteurs et des éditeurs de la relève, en particulier chez le Cartanier, Alto et Marchand de Feuilles. Je m'appuierai sur un corpus d'entrevues d'éditeurs et d'auteurs, de même que de publications tirées des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram qui apparaissent comme des lieux privilégiés pour exprimer un ethos éditorial. D'abord, je montrais comment la réécriture en tandem est mise de l'avant, puis comment cette collaboration auteur-éditeur s'étend plus largement à la promotion d'une image de camaraderie qui unit tous les membres de la maison d'édition, voire les éditeurs entre eux. Puis il sera question de la relation de proximité et d'entraide se constituant avec d'autres intervenants, notamment les libraires ou les imprimeurs. D'abord, le discours des éditeurs et de leurs auteurs montre leur étroite collaboration lorsqu'il est question de retravailler un texte. La part de l'éditeur dans la mise en livre d'un manuscrit n'est pas en soi quelque chose de nouveau. L'énonciation éditoriale est monnaie courante, l'éditeur étant souvent responsable de nombreux choix dans l'écriture. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est l'insistance sur les changements provenant de l'implication directe de l'éditeur. Insistance exposée parfois avec ostentation dans les médias et sur les réseaux sociaux. Par exemple, un élément fréquemment mentionné dans la réception critique de La fiancée américaine, un roman d'Éric Dupont paru en 2012 chez Marchand de Feuilles, concerne le fait que Mélanie Vincelette, l'éditrice, a demandé à ce qu'on coupe la moitié des personnages. Cette information nous permet d'imaginer les grands changements que peut subir le manuscrit pour atteindre son état final. Pour Vincelette, tout ce travail incarne la clé de la réussite quand on veut être éditeur. Pour elle, je cite, «
c'est facile d'acheter les droits d'un livre qui a été sur la liste des best-sellers du New York Times ou qui a gagné des prix. C'est relaxant. Mais le vrai travail, comme je fais avec Éric Dupont, c'est de bâtir une œuvre à partir du premier titre et de la faire connaître. Fin de la citation. Donc, présenter l'achat de droits sous le signe de la facilité, alors que ça nécessite tout de même du capital économique et un réseau de diffusion efficace, permet à Vincelette de hiérarchiser son rôle d'accompagnatrice du texte comme étant un geste plus légitimant. C'est ce travail qui permet de faire de la littérature. Sur le compte Facebook d'Alto, on peut retrouver une photo d'une page de la version initiale de Nikolski, le premier roman publié par cette maison d'édition en 2005, avec les annotations faites par Antoine Tanguay en 2004, donc près d'un an avant la publication du livre. On peut y voir de manière concrète le genre d'intervention que Tanguay fait sur un texte à publier. Loin de s'effacer derrière l'auteur, selon l'éthos courant de l'éditeur-passeur, Tanguay assume et expose son influence directe sur l'écriture du roman. Pour Tanguay, comme pour Vincelette, ce travail sur le texte définit la spécificité des petites structures éditoriales. Tanguay n'hésite pas à inventer en entrevue le travail de proximité qu'il fait sur les manuscrits en collaboration avec ses auteurs et précise que les révisions peuvent durer parfois jusqu'à 2 ans. La promotion de ce travail sur le texte semble d'ailleurs l'une des stratégies d'Alto afin d'attirer certains écrivains à publier chez eux. La petitesse de leur équipe et de leur structure leur offre probablement la chance d'établir un lien de confiance, voire d'amitié avec leur auteur, ce qui permet de véritablement cerner l'enjeu du manuscrit et de le retravailler de manière cordiale et optimale. Cela se confirme lorsqu'on voit qu'un des auteurs d'Alto, Mathieu Simard, parle des étapes de réécriture qu'il a dû faire sur son roman « Les Écrivements », paru à l'automne 2018. Donc, au-dessus d'une photographie des notes prises lors de la rédaction de la deuxième version du roman, ce qu'on voit à l'écran, Simard témoigne de la chance qu'il a d'avoir, je cite, « un éditeur qui est une machine et qui ne lui en laissera pas passer une, qui remettra tout en question ». Fin de la citation. Cette publication a ensuite été partagée sur la page Facebook des éditions Alto, ce qui montre d'une part que l'éditeur apprécie la reconnaissance de son auteur, mais aussi, d'autre part, qu'il valorise ce type de témoignage attestant de sa compétence. Chez certains auteurs, le travail effectué en collaboration avec l'éditeur est partie prenante du processus collectif. C'est le cas de Stéphane Larue, qui a publié en 2016 « Le plongeur » au Cartanier. Lors d'une entrevue avec Denis Gamache pour la revue Les Libraires, Larue explique la genèse de son premier roman. Donc, je cite, « C'est arrivé à peu près comme ça. Éric Larochelière, qui est éditeur au Cartanier, m'a signé sur un projet très ambitieux d'un autre roman qu'on est en train de travailler en ce moment. On s'est rendu compte que c'était plus ambitieux que ce qu'on s'attendait à faire au début. J'ai décidé de prendre une pause de ça et d'aller écrire quelque chose qui était plus près de moi. Je parlais souvent de mon emploi. On voyait tous les deux des personnages qui apparaissaient dans les histoires que je contais qui étaient vraies. On commençait à sentir qu'on avait du sérieux matériel littéraire. Finalement, on s'est fait surprendre. Moi, je me suis fait surprendre en écrivant. Déjà, on peut remarquer la familiarité entre l'auteur et son éditeur, que Larue nomme seulement par son prénom. Ensuite, tout le processus de retravail est narré au « on », qui désigne la troisième personne du pluriel. Il implique donc de la Rochelière dans la progression du projet d'écriture, comme le montrent les passages qui sont mis en italique. Bref, cette emphase sur le travail collectif semble promulguer l'idée que le succès d'un livre est conditionnel à l'investissement en temps et en compétences de l'éditeur. À cette condition seulement, les auteurs parviennent à amener leur texte à un niveau qu'ils n'auraient peut-être pas atteint seuls. Qui plus est, un éditeur doit choisir ses auteurs judicieusement, puisque la publication d'un grand succès peut entraîner des propositions de jeunes écrivains aux projets similaires. L'inverse est aussi vrai pour l'auteur, qui doit choisir un éditeur qui correspond à sa propre vision de la littérature, s'il veut espérer voir son livre être porté avec un intérêt mutuel. Christian Guay-Poliquin, auteur de 2 romans chez La Peuplade, explique que 2 maisons d'édition avaient accepté son premier roman, Le fil des kilomètres. Il a d'abord reçu la réponse positive d'un éditeur établi qu'il s'abstient de nommer. Ce dernier, bien qu'il accepte son roman, lui précise qu'il ne doit pas trop se faire d'attente, puisqu'avec la littérature québécoise, je cite, « on ne peut pas faire grand-chose ». Fin de la citation. La Peuplade, qu'il contacte ensuite, avoue, selon Guay-Poliquin, que le marché de la littérature québécoise n'est pas facile, mais qu'eux, je cite, voulaient essayer de casser des murs et de brasser la baraque. Fin de la citation. L'écrivain souhaite donc s'associer à ce discours sur l'état de la littérature afin d'entrer dans le champ littéraire. En somme, le choix de son coéquipier pour travailler de manière collaborative sur la publication d'un livre demeure primordial, car d'une part, cela influence le capital symbolique de toutes les parties impliquées, et d'autre part, cela permet de bâtir une relation solide basée sur une définition commune de la littérature.
Au-delà d'une relation de travail reliée à la relecture du manuscrit, les jeunes maisons d'édition montrent qu'elles entretiennent des liens d'amitié avec leurs auteurs. Des écrivains de l'écurie Alto mentionnent parfois en entrevue qu'ils ont l'impression de faire partie d'une nouvelle famille. C'est le cas de Dominique Forcier, notamment, laquelle décrit l'équipe d'Alto comme sa vraie famille. De plus, bien qu'elle montre de la satisfaction après avoir remporté le prix du gouverneur général, Forcier dit se réjouir surtout pour son éditeur, qu'il remporte pour la deuxième année d'affilée. Julie Etu, qui est auteure de Pacifique Belle, publié en avril 2018 chez Alto, partage également sa joie d'intégrer la maison d'édition en commentant une publication Facebook, qui est juste ici. Donc, elle mentionne directement le nom des 3 membres de l'équipe d'Alto, ce qui crée un lien hypertexte vers leur propre profil Facebook. Elle s'assure ainsi qu'il voit son message, donc elle dit « J'adore ma nouvelle famille ». Donc, encore une fois, le motif de la famille qui est rappelé ici. Cette relation peut même s'exprimer en photo. Par exemple, lors de la remise du prix du gouverneur général l'an dernier à Caroline Georges pour son roman de synthèse, lui aussi paru chez Alto, la maison d'édition publie sur Instagram une photo d'Antoine Tanguay qui accompagne l'écrivaine à la remise du prix. Ils se tiennent côte à côte, un sourire aux lèvres, partagent un regard qui semble complice. Quelques publications plus bas, on peut voir une autre photo sur laquelle les 3 membres de l'équipe d'Alto mangent chocolat, un cadeau de Caroline Georges. En plus, on peut y voir une autre auteure de la maison, Élise Turcotte, avec son compte Élise l'écrivaine, commenter la publication. Il est donc possible d'observer des liens d'amitié ou de réseautage émergents entre les éditeurs et leurs auteurs. Cette amitié entre les écrivains et les éditeurs est presque inhérente au récit de création de la maison d'édition Le Cartanier. De la Rochelière raconte souvent qu'il était libraire responsable de la section poésie à la librairie Gallimard et qu'il a rassemblé un groupe de clients et d'amis qui appréciaient le même type de poésie contemporaine française afin de former la revue C'est Selon. De là, plus tard, sont nés Le Cartanier et la revue éponyme. Les collaborateurs de la revue sont devenus les auteurs du catalogue. Tous partagent encore aujourd'hui les mêmes liens d'amitié. Ainsi, l'origine même de la maison apparaît basée sur un projet rassembleur fondé sur une passion commune pour la littérature. Or, cet élément fait encore partie de l'imaginaire de la critique littéraire. Chantal Guy, dans un article paru en 2013 sur le nouveau roman d'Alain Farah, considérait l'écrivain comme faisant partie du Rat Pack du Cartanier. Plus encore, les auteurs et les éditeurs ont une volonté de s'inscrire dans un réseau de camaraderie en ligne. Celle-ci peut s'incarner en photo, comme lorsque le Cartanier publie sur sa page Facebook des photos de ses auteurs qui se côtoient lors de salons du livre. Ils sont souvent bras dessus, en train de rire. Cette apparente bonne entente entre les écrivains s'ajoute à une amitié dans l'équipe éditoriale elle-même. On peut voir chez le Cartanier, comme chez Alto, des photos d'équipe lors de rencontres ou d'activités en dehors du travail. Cela vient donc renforcer l'image qu'ils sont plus que des collègues, que c'est littéralement des amis qui se fréquentent au-delà d'un cadre professionnel. Loin de se montrer chauvin, les jeunes éditeurs aiment souvent le contenu de celle des autres, comme La Peuplade, qui avait précédemment aimé la publication Instagram d'Alto. Il arrive aussi qu'ils commentent les publications des autres. Oups. Pensons à Antoine Tanguay, qui, avec son compte personnel, a commenté l'annonce de la publication du livre de l'immortalité sur la page Facebook de Marchand de Feuilles. Cela montre que ces jeunes éditeurs ont conscience de s'inscrire à l'intérieur d'un même mouvement éditorial. Ils sont souvent cités ensemble dans les articles, ils sont invités à participer aux mêmes émissions, etc. Ainsi, il est probablement important pour eux de montrer au public leur bonne entente plutôt que d'agir selon un esprit de compétition. La popularité de l'un aide à la popularité de l'autre. C'est l'ensemble des maisons de ce boom éditorial qui attire le plus l'attention de la presse. En outre, le fait de commenter le travail d'une maison ou d'être soi-même mentionné sur une publication donne une visibilité sur la plateforme de l'autre, qui ne rejoint pas nécessairement tout à fait les mêmes abonnés. C'est une stratégie qu'a abondamment utilisée Geneviève Thibault lors de la première année d'existence de sa maison d'édition, Le Cheval Doux. L'éditrice faisait directement la promotion d'autres écrivains n'étant pas publiés par elle, mais dont elle connaissait bien le travail puisqu'elle les avait côtoyés à l'époque où elle travaillait pour la collection La Mèche à la courte échelle. C'est ainsi une manière d'inscrire sa maison naissante dans un courant d'écrivains et d'éditeurs afin d'intéresser son lectorat potentiel. Les nouveaux éditeurs, dans leur discours, mettent également de l'avant l'apport d'autres intervenants du milieu dans la réussite d'un livre. Ainsi, on montre au lectorat que le succès en littérature ne dépend pas nécessairement seulement du texte. D'abord, il faut savoir que les nouveaux éditeurs et leurs auteurs lancent souvent des fleurs aux libraires. On observe beaucoup de commentaires de la part des auteurs à propos du rôle qu'ils ont joué dans la promotion et la vente de leurs livres. Anaïs Barbeau-Lavalette déclare à propos du succès de La femme qui fuit
Je cite, « Mon livre doit son envol en grande partie aux libraires qui en ont pris soin, qui l'ont recommandé. » Fin de la citation. En analysant le discours des jeunes éditeurs, on peut se rendre compte qu'ils sont conscients de l'existence d'un effet librairie, une réalité que les nouveaux éditeurs utilisent de manière stratégique. Il semble, dans une certaine mesure, que les petites maisons d'édition ont bénéficié du fait qu'elles ne possédaient pas de distributeurs à leur commencement. Elles ont ainsi probablement pu tisser des liens avec certains libraires indépendants lors de leur période d'autodiffusion, ce qui amène ceux-ci à s'intéresser davantage à leur production. Brigitte Bouchard, des éditions Les Allusifs, maison d'édition fondée en 2001, je cite, « croit que le pouvoir du libraire dépasse désormais celui de la presse. » Fin de la citation. Antoine Tanguay est conscient de cela puisqu'il envoie désormais davantage de services de presse aux libraires qu'aux journalistes. Ainsi, les relations avec les libraires semblent primordiales pour assurer une visibilité des livres sur les tablettes et faire en sorte que ceux-ci soient proposés aux lecteurs lors de leur visite en librairie. Les réseaux sociaux incarnent également un lieu où l'on peut faire la promotion du rôle joué par d'autres intervenants de la chaîne du livre. On félicite souvent chez Alto le travail réalisé par ceux que Tanguay nomme ses Jedi, les traducteurs de la maison qui sont aussi souvent des auteurs. Facebook ou Instagram constituent également des plateformes où l'on peut promouvoir le travail du graphiste. Marchand de Feuilles, par exemple, publicise les expositions des artistes qui conçoivent les couvertures. Chez Alto, on propose chaque année les créations faites par des étudiants universitaires pour une couverture de livres connus de l'éditeur dans le cadre d'un cours de design éditorial. On montre alors à ses abonnés que le succès d'un livre dépend aussi d'éléments paratextuels comme le graphisme, aspect sur lequel on insiste également dans le discours. Tanguay croit à l'importance d'un travail sur l'apparence physique de l'objet livre. Il nous dit notamment, je cite, « grâce à la jaquette, mais aussi grâce à d'autres détails importants, format, papier, police de caractère, le livre perdu dans une mer de nouveautés peut attirer le regard du lecteur. Une couverture réussie peut être une bougie d'allumage. » Fin de la citation. On peut aussi voir des cas où c'est le travail de l'imprimeur ou du distributeur qui est mis en valeur. Par exemple, sur sa page Facebook, Marchand de Feuilles indique à ses abonnés que le dernier roman d'Éric Dupont, La route du lilas, vient de quitter l'imprimerie en direction du distributeur. Si d'une part, le fait d'en parler sur Facebook est avantageux pour la maison d'édition puisque la quantité de livres, 2 camions de 54 pieds, est impressionnante, sans parler de la mention d'une réimpression, on peut d'autre part noter que le rôle de 3 intervenants de la chaîne du livre est également à l'honneur. L'imprimeur, le distributeur, puis le libraire. Dans la même optique que les auteurs et les éditeurs qui interagissent ensemble sur Facebook, cette fois, l'imprimeur lui-même s'inscrit dans ce réseau en commentant la publication de Marchand de Feuilles pour souligner le plaisir qu'ils ont de travailler avec la maison d'édition. Aussi, le rôle du diffuseur dans la promotion des romans est mentionné parfois en entrevue. Notons entre autres le cas de Sophie Bienvenue qui rapporte que Dimédia, le diffuseur de Cheval Doux, connaît suffisamment le contenu de ses romans lors d'une présentation auprès d'un groupe de libraires pour être capable de faire une blague sur son esthétique. Bref, on le sait, la réalisation d'un livre ne dépend pas seulement du talent de l'auteur, mais la mise de l'avant du rôle d'autres intervenants dans la fabrication et la promotion du livre fait partie de la posture des jeunes éditeurs qui montrent qu'un succès livresse dépend du travail d'une foule de personnes. Somme toute, l'analyse du discours des nouveaux éditeurs et de leurs auteurs, tant dans la presse que sur les réseaux sociaux, montre dans un premier temps que la valorisation du travail effectué par l'éditeur sur un manuscrit tend à sacraliser son rôle dans la transformation du texte, qui devient, par son intervention, littérature. De plus, l'amour des mots et l'amitié que partagent les éditeurs et leurs auteurs permettent de mettre en œuvre une logique plus artisanale. Après l'édition sans éditeur d'André Chiffrin, qui s'oppose aux grands monopoles éditoriaux à l'aube du 21e siècle, on a l'impression que les nouveaux éditeurs apparus par la suite tablent sur une logique à échelle humaine. Leur posture s'établit donc en opposition aux grands groupes d'édition. Pensons à La Peuplade, qui est créée en 2006 lorsque Mylène Bouchard et Philippe Turcot apprennent l'acquisition de Sogides par Québécois, ce qui les amène à vouloir, je cite, « contrer le grand par le petit ». Fin de la citation. Aussi, on constate que si la bonne entente est de mise entre les maisons, c'est que les jeunes éditeurs bénéficient de l'existence des autres. C'est l'accumulation de l'ensemble de petites maisons apparues depuis 2000 qui permet de voir un mouvement de renouveau dans la littérature et dans la manière de faire le livre au Québec. Chacun à leur façon, ces éditeurs ne se désignent peut-être pas comme des pionniers, mais à tout le moins comme des forces qui régénèrent avec vigueur les pratiques éditoriales. Ces discours ne doivent pourtant pas faire écran de fumée et conduire à l'idée que des éditeurs établis depuis plus longtemps, comme Boréal ou Le Méac, ne déploient pas de telles pratiques. La posture de l'éditeur passeur, typique de cette génération d'éditeurs œuvrant dans l'ombre de leurs auteurs,
La posture de l'éditeur passeur semble typique de cette génération d'éditeurs œuvrant dans l'ombre de leurs auteurs. Elle pourrait expliquer en partie pourquoi ces maisons valorisent d'autres éléments discursifs, mettant plein feu sur l'octorialité. Si, comme le dit Jérôme Mézot dans Posture littéraire, je cite, « Tout individu jeté dans l'espace public est poussé à construire et maîtriser l'image qu'il donne de lui », fin de la citation, alors c'est véritablement le fait d'insister sur la proximité et la camaraderie qui permet aux nouveaux éditeurs de se démarquer de leurs aînés en façonnant leur image en ce sens. Les réseaux sociaux représentent un lieu inédit d'exposition posturale. Si dans le passé, on utilisait un bulletin éditorial ou une revue papier pour faire son autopromotion, il semble qu'en 2019, il soit maintenant essentiel pour une maison d'édition de se mettre en scène sur Facebook. Mais plus qu'une vitrine d'expression de soi, les réseaux sociaux, de par leur instantanéité et leur large diffusion, offrent la chance aux éditeurs de réagir et de dialoguer constamment avec la communauté littéraire, incluant les lecteurs. Il semble donc que cela ramène la possibilité d'une identité éditoriale forte, telle que pu l'incarner jadis un Bernard Grasset pour la France ou un Paul-Émile Martin pour le Québec. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Maxime, pour cette très claire et très intéressante communication. Ça me faisait penser, effectivement, que quand on invitait dans les années 90 des éditeurs qui venaient ici nous parler aux chercheurs du GRELC, puis qu'on leur posait des questions sur leur travail éditorial, il n'y avait pas moyen d'apprendre grand-chose parce qu'ils nous disaient non, on n'intervient pas sur les textes, c'est le royaume de l'auteur. C'était un peu enquiquinant pour nous parce qu'on savait bien que l'éditeur jouait un rôle, mais c'était effectivement une génération d'éditeurs qui avait bien intégré l'éthos de l'éditeur passeur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir cette monstration du travail éditorial sur Facebook. Puis je pense qu'il y a vraiment une évolution par rapport au bulletin d'éditeur. Bref, merci beaucoup. Il y a sûrement des questions dans la salle. Oui, Sophie. Tu nous as super bien montré. Allô? Tu nous as super bien montré comment les réseaux sociaux aident les éditeurs à former une image basée sur la camaraderie avec les auteurs. Puis on est comme un peu passé de la figure de l'écurie à la figure familiale chez l'éditeur. Est-ce que tu penses que ça peut leur nuire, ça? Ça fait un côté, des fois, on les voit, là, tout le monde, ils prennent une bière avec les auteurs. Il y a un côté clic. C'est pas spécialement chez les maisons d'édition, c'est comme ça dans plein de milieux. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait, je ne sais pas de quelle façon, mais leur nuire, je ne sais pas, pour aller chercher des nouveaux auteurs ou pour... est-ce que ça pourrait intimider des gens plus que s'il n'y avait pas cette image-là, même si cette image-là, sans doute, elle se veut elle se veut être proche des gens ou... je ne sais pas. Est-ce que ça peut se retourner contre eux? Je pense que oui, cette image-là se veut peut-être d'une part pour être proche des gens, se montrer peut-être plus accessible qu'un éditeur qui se montrait peut-être plus fermé là, dans sa pratique. C'est très convivial, puis ils ont tendance à beaucoup montrer ce qu'ils font sur Internet. Ça pourrait leur nuire. Je pense que d'une certaine manière aussi, ils vont aussi compenser dans leur posture en parlant souvent de leur recherche de voix singulières et tout ça. Je pense qu'ils montrent quand même qu'ils sont à la recherche de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs. Donc, ça peut peut-être venir compenser. Mais c'est un point quand même intéressant que je pense qu'il faudrait que je réfléchisse davantage, là, peut-être comment le danger, en fait, de cette représentation-là, comme tu soulignes. Je n'avais pas la réponse, mais je posais sincèrement la question. Voilà. Mais c'est intéressant, Sophie, parce qu'en écoutant Maxime, je me disais, on est tout à fait dans ce dont Karine nous parlait ce matin, qui est les groupes d'affinité, ce que Le Guélion a tenté de fuir, en fait, de fuir l'effet clic, justement. Donc là, on est au contraire à fond dans cette image-là. On a vraiment l'impression un peu de Jésus et ses apôtres.
Puis c'est intéressant parce que d'un côté, on désacralise la création parce qu'on montre beaucoup le travail éditorial. Je ne sais pas si tu l'avais laissé dans ton PowerPoint parce que j'étais beaucoup dans mes feuilles puis je l'ai peut-être manqué, mais à un moment donné, on voit le camion du distributeur. Là, on est complètement dans la désacralisation. Là, je me dis, il doit bien y avoir ailleurs une autre forme de sacralisation qu'il faudra chercher parce que Roland Barthes a travaillé là-dessus. Hein. Quand on désacralise, on sacralise autrement. Là. Je pense entre autres à l'écrivain en vacances, texte mythique. Donc, il y a forcément un autre lieu où on sacralise. Je ne sais pas comment. Ça va être un beau défi hein, dans ton mémoire de trouver comment. Tu as un filon avec cette logique de l'artisanat, comme si, vu que c'est petit, ça va être forcément meilleur ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra. Il y a d'autres questions. Je me tais. Tu parlais que les jeunes éditeurs vont beaucoup investir les médias sociaux et tout ça, mais il y a quand même un beau paradoxe avec le retour de l'artisanat. Je pense à la revue Aparté d'Alto, qui se déplie version papier comme un énorme journal super coloré. Là, on déplie ça, puis c'est encore plus gros qu'un quotidien. Là. Donc, il y a une espèce de continuité avec un bulletin éditorial qui demeure. Donc, cette idée de reprendre des choses qui se sont déjà faites, mais en même temps aussi un investissement des réseaux sociaux. Il y a une espèce de continuité ou de paradoxe avec le Cartanier aussi, qui avait une revue qui, si je ne m'abuse, n'est plus publiée. N'est plus publiée, mais il y avait cette idée comme une espèce de revue, comme de bulletin éditorial qui présente les nouveaux auteurs. Chez Alto, on va présenter des couvertures de livres ou d'autres. C'est quasiment un portfolio d'artistes, d'illustrateurs dans une certaine mesure. Donc, il y a une espèce de... C'est ça, une continuité entre les deux, donc les nouvelles technologies, les nouvelles informations, mais aussi ce côté papier très artisanal. Oui, en fait, c'est quelque chose aussi que je prévois peut-être explorer dans mon mémoire de maîtrise, justement parce que le Marchand de feuilles aussi ont une revue. Le Cartanier ont eu donc 2 revues. Là. Ils ont eu le Cartanier au début, puis ensuite OVNI, 2 essais qui ont plus ou moins fonctionné. Puis donc Alto aussi qui a le Aparté. Donc c'est sûr que c'est des choses que je vais explorer. Je pense que c'est des lieux où on peut aussi montrer une posture. Donc je me concentrais beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là. Mais c'est d'autres objets aussi où je pense qu'on peut retrouver cette mise en scène-là de l'éditeur qu'il va falloir que j'observe. Là. OK, on va peut-être... merci beaucoup, Maxime. On va poursuivre autrement la discussion. Maintenant, on va accueillir